Et voilà, je suis Inès Oloudé, artiste plasticienne, poète et brésilienne. Et je suis en Belgique depuis 43 ans et je suis arrivée ici comme exilée politique après le Chili, l'Argentine, le Brésil. Donc j'ai atterri en Belgique. Et en fait, avec tout ce qui se passe au Brésil, beaucoup de gens me posent souvent la question de pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe avec les Brésiliens, comment ils ont pu et mettre un nazi au pouvoir, né, un médiocre capitaine de l'armée qui a été expulsé d'ailleurs de cette institution par terrorisme, qui est devenu président du Brésil. Et après, vraiment, j'entends aussi au Brésil des amis qui sont députés ou sénateurs qui me disent, ah, les Européens des mondes, ils ne comprennent pas comment on est arrivé à ce point-là au Brésil de faire ça. Et voilà, alors je me suis dit qu'il était temps de répondre à certaines choses dans la mesure du possible. Donc voilà, j'ai décidé de répondre quelques questions que j'ai en tête des amis, d'ailleurs même des journalistes, parce que les journaux belges et européens en général, ils ne rapportent pas bien ce qui se passe là-bas. C'est vraiment parfois que de l'anecdote, des trucs pas terribles qui ne donnent pas une idée de la situation. Donc les gens ne comprennent pas, ils savent pas quoi penser. Voilà, mais comme je suis poète, tout ce que j'ai fait, je mets un peu de poésie, je mets de rire aussi, je m'amuse finalement parce que il faut pas être triste, hein? C'est les Alerta fascistes de qui aiment la Globo, Brasil tristesse. passa de 1 milhão de casos. Et donc, à la fin, je dirais des poèmes politiques, bien entendu. Et je suis une activiste, et, et voilà. Alors voilà, on va s'aventurer un petit peu pour essayer de comprendre comment un parlementaire de la basse-cour, d'extrême droite, nostalgique de la dictature militaire, qui s'y déclarait ouvertement pour la torture, qui disait dans le Congrès qu'il fallait tuer 30 000 personnes pour que le Brésil soit bien, des gens de gauche, bien entendu, et, et qui en plus est raciste, misogyne, islamophobe, homophobe, pardon, islamophobe, je suis la tête en Belgique, homophobe. Non, s'il était d'ici, il serait islamophobe, c'est certain. Donc, il est homophobe. Et alors les gens demandent comment a-t-il pu devenir président du plus grand pays de l'Amérique latine, un pays qui était connu par sa cordialité, par sa gentillesse, un peuple qui aime la vie, qui aime chanter, danser, et les carnavals, les gens ont une idée du Brésil qui c'est la fête tout le temps, non? Et pourtant c'est très dur, les gens travaillent dur, bossent dur pour boucler la fin de mois et la plupart du temps, ils arrivent même pas. Non, c'est un pays où il y a une grande inégalité qui maintenant est en plus dans une pandémie, hein, on a dépassé les millions d'infectés et presque 50 000 morts, donc, et le gouvernement, il a opté pour la négligence, ne rien faire. Il trouve quelques vieux qui meurent, ça, c'est pas grave. Au contraire, ça va être bien pour l'économie, c'est ce qu'il a dit. Então, alors, bon, il y a plusieurs moyens de répondre à cette question, je pense, non? Il y a plusieurs, si on va un peu dans l'histoire, on peut analyser, faire des analogies avec d'autres temps, avec d'autres peuples, avec d'autres situations même si elles n'étaient pas la même chose, pareil, mais qui avaient des similitudes, non? Comme comment on peut se poser la question, comment les Allemands, qui étaient connus comme les peuples les plus cultes d'Europe, ont pu élire Hitler.
Non, comment ils ont pu le suivre? Ils étaient nombreux à le suivre, pas seulement en Allemagne, hein. Il y a eu une grosse collaboration en France, dans beaucoup de pays. Ils avaient des collaborateurs partout, non? Et on peut penser aussi à l'Italie. L'Italie était un pays extrêmement culturel, politisé. Ils ont pourtant élu et Mussolini. Je ne vais pas justifier, hein, je vais trouver le pourquoi des peuples, pourquoi en temps de crise systémique du capitalisme, ils se tournent vers les discours, les belles paroles de l'extrême droite, parfois des paroles affreuses, parce que quand on dit qu'on veut tuer les étrangers, qu'on veut tuer les Noirs, les Juifs, les Tziganes, je ne vois pas ce qu'il y a, comment on peut être fasciné et vouloir suivre un truc pareil. Bolsonaro aussi, c'était ça. Il a promis de tuer, d'armer les peuples. Et les gens, ils ont couru. Donc c'est complexe, hein, la réponse. Mais bon, donc on peut aller plus loin aussi dans l'histoire si l'on veut. Comment pendant 350 ans on a accepté, justifié, supporté les trafics négriers, l'esclavage, la colonisation, les travaux forcés, 2 guerres mondiales qui ont tué entre les deux plus de 100 millions de personnes. Qu'est-ce qui fait que les peuples du monde suivent ces gens d'énergumènes qui viennent pour détruire? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais moi je pense que c'est la fascination du mal. On est fasciné par le mal. Et ces gens-là, ils incarnent en fait le mal qui est en nous et qui on succombe à ça. Hein, on projette notre mal chez quelqu'un qui incarne ça. Et c'est quelqu'un-là, comme normalement, c'est pas lui qui fait directement le mal, il fait faire, il fait un retour. Alors les gens vont suivre les ordres, obéir aux ordres. On a vu Hannah Arendt, elle parlait de ça, hein, les gens ordinaires, comment ils sont prêts à sacrifier leur vie, la vie des autres, hein, pour des mythes, pour des mythologies, pour des mythes épouvantables. Bolsonaro, au Brésil, les gens crient mytho, mytho, ça veut dire mythe. Un mec d'une bêtise colossale, mauvais, il a ça dans son visage, la méchanceté. Et les gens croient dans un mythe rédempteur, un sauveur, hein, qui vont l'amener au paradis. Mais il y a aussi les intérêts égoïstes. Parce qu'avec ces gens-là, on va avoir ceux qui vont avec, ils croient avoir des avantages, des privilèges. Hein. Par exemple, ici, quand on a spolié les Juifs, les biens des Juifs, hein, les gens volaient les maisons des Juifs, les tableaux des Juifs, l'argent des Juifs, les bijoux des Juifs, même les dents, ils ont arraché. On avait des montagnes, des vêtements, des chaussures, hein, qui les nazis amenaient ça à la maison, distribuaient à la famille, tout ça. Donc, il y a les intérêts égoïstes aussi. C'est le mal absolu, hein. C'est pas idiot, c'est pas un cliché de dire le mal absolu. Les gens succombent, veulent être bien, parce que ces gens-là se disent les gens du bien. Mais tous ces gens qui ont utilisé les symboles de l'arme avec Bolsonaro, ils disaient nous sommes les gens du bien. Nous sommes avec Dieu, avec la patrie, avec la famille et la propriété. Bien entendu, seulement qu'eux, ils n'ont pas la propriété. Donc voilà, il y a une série de facteurs qui ont favorisé l'arrivée de Bolsonaro à la présidence, mais ce n'est ni un événement fortuit, ni un accident, hein, c'était une lampe de fond internationale d'ailleurs, liée aux guerres hybrides, hein, qui a fait le tour du monde pour cause des crises systémiques du capitalisme, hein, sous des appellations diverses comme printemps arabe, révolution orange, je sais pas quoi. Et au Brésil, elle est arrivée vraiment sous forme de tsunami.
Vraiment, vraiment. À la fois, c'est les produits des circonstances et la conséquence d'un petit travail de fourmi pour la reconquête du pouvoir par une droite qui ne pouvait plus arriver au pouvoir par les urnes. Hein. Depuis 16 ans, la gauche a gagné toutes les élections à cause de leur politique sociale. Et la droite n'arrivait plus, donc ils ont dû... et aussi, il y a eu financement qui est venu de dehors, hein, un travail des think tanks là, financé de l'étranger, né, qui a réalisé un travail de formatage des opinions, de l'opinion publique, non? Et diabolisation de la gauche, du Parti des travailleurs, de Lula, de Dilma, né? Et donc les vieilles droites radicales et militantes ont mis des nouveaux habits, hein? Les rois avaient des nouveaux habits et les gens, ils ont vu là, les nouveaux habits. Mais et ça a merdé. Hein? Et nous avons eu aussi comme au Brexit, avec d'autres situations en Europe, où l'extrême droite même est arrivée au pouvoir dans certains pays, comme Pologne, comme Hongrie, la France presque, non, avec la Le Pen. Et donc, c'est une situation qui est liée aussi à l'international. Les États-Unis sont derrière ça, et ça a été mené par Steve Bannon, qui a conseillé les filles de Bolsonaro. Ils se sont rencontrés très souvent, ils se sont rencontrés ici aussi. Il y a une droite internationale ils se sont rencontrés avec l'Ukraine, avec la Hongrie, la Pologne, avec Israël, hein, Netanyahou, un grand ami de Bolsonaro, comme il a dit, hein, un grand ami de Bolsonaro. Il est venu quand Bolsonaro a été comment on dit ça, investi de la présidence, il avait ses grands amis là, comme Netanyahou, qui est venu légitimer cette saloperie. Et là, je trouve beaucoup plus incompréhensible. Comment un juif peut être de droite? Ça me rentre pas. Ça ne me rentre pas. Et en plus, soutenir l'extrême droite raciste, ça me dépasse. Vraiment, et je suis pas jeune, je suis pas tombée de la dernière pluie, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de situations politiques différentes, mais j'ai jamais pu comprendre un juif de droite. Et je ne pense pas que j'arriverai un jour à comprendre ou à accepter. Donc, au Brésil, dans un contexte qui a été marqué par un coup d'État parlementaire, hein, judiciaire et médiatique, sont mis ensemble avec les militaires, les forces armées qui ont fait du chantage et qui donc ont destitué la présidente Dilma Rousseff sans crime, qui ont mis Lula en prison sans preuve. Hein, les juges, l'ex-juge Moro, qui a mis Lula en prison, et la sentence, la condamnation, c'était par crime indéterminé. Et jusqu'à maintenant, aucun juriste n'arrive à expliquer cette sentence. En attendant, il a mis Lula en prison, il l'a écarté des élections, il était le favori, puis il est devenu ministre de Bolsonaro. Et il est resté là, un prévaricateur, parce qu'il a vu tous les crimes de Bolsonaro, il n'a rien fait. Il a trouvé ça bien parce qu'il attendait une place au Suprême Tribunal fédéral, qui n'est pas venu. Ça fait qu'alors il a eu une bagarre avec Bolsonaro, il a quitté le pouvoir, tout en jouant les honnêtes ex-ministres. Mais c'est une influe. Hein. Le juge Moro, c'est une influe, un corrompu, il a reçu de l'argent, beaucoup d'argent qui est là, prisonnier au Brésil, non, que le judiciaire a bloqué. Ils ont reçu énormément d'argent pour mettre Lula en prison. Le juge Moro a reçu 6,8 millions reais, non, ça fait plus de 2 millions de dollars. Et les procureurs qui a accusé Lula en disant à la fin, voilà, ne me demandez pas de preuves, je n'ai pas de preuves, j'ai des convictions. Il a reçu 2,5 millions de reais des États-Unis, qui est bloqué là par les judiciaires.
Donc, c'est des corrompus, des ripoux, comme on dit là, l'argot. C'est des juges ripoux, des procureurs ripoux. Et qui ont impulsionné, donc, et Bolsonaro, qui Bolsonaro. Mais avant Bolsonaro, il y a eu Michel Temer, qui était le fils de Dilma, et qui a initié une agenda néolibérale extrêmement agressive et crapuleuse au Brésil, non? Qui a accentué la crise économique, les désemplois, il a enlevé tout les, il a amené une crise économique, politique, sociale, morale, institutionnelle, tout y est, tout y est, il n'y a rien qui manque, non? Et qui ne fait qu'empirer. Hein. Ces courants-là qui vont de la droite à la centre-droite, ils ont su exploiter donc les frustrations et les ressentiments d'une classe moyenne qui au Brésil, elle est pas très différente du Bolsonaro. Elle est raciste, elle est esclavagiste, elle exploite, elle a des privilèges, elle ne veut pas partager, elle pille l'État, non, et cette classe-là, elle était frustrée parce que Lula et Dilma, ils étaient en train donc, de favoriser les classes les plus pauvres. Lula qui a fait quitter 40 millions de Brésiliens de l'extrême pauvreté. Et ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Et puis, il rencontrait des Noirs dans les aéroports, dans les avions, à Paris. Il supportait pas ça. Il disait ouvertement, on voyait souvent des interviews de ces gens, non, qui disaient, oh, maintenant, on n'a même plus envie d'aller à Paris parce qu'on rencontre là des pauvres Brésiliens partout qui boivent du champagne comme nous. Donc, c'est des gens d'une extrême bêtise et d'un extrême égoïsme qui ne supportent pas partager la richesse qu'ils n'ont pas créée parce que ce sont les travailleurs qui créent la richesse. Non, ils ne font que c'est les profiteurs. Et donc, les vieilles oligarchies ont appuyé ces gens, non, et des secteurs conservateurs, les militaires, les judiciaires, les médias, et les empresarios, les milieux donc des empresarios, ils ont financé ouvertement donc les fake news pour élire Bolsonaro. Et ils se sont donné donc l'objectif d'enterrer la gauche, spécialement les partis des travailleurs, non, et détruire la réputation de Lula. Et alors, avec fraude et fake news, voilà Bolsonaro, président, un mec, un parasite, incompétent, avec une équipe aussi dingue, terraplaniste et incompétente que lui. Non, ici, il n'est pas encore tombé, c'est à cause de son agenda ultralibéral, qui n'est pas de lui, c'est de ministre Guedes, non, le ministre Guedes. Paul Guedes, qui est ministre de l'économie, qui est grand ami de Pinochet, c'est lui qui a ruiné le Chili, il est allé ruiner le Chili, hein, et qui a fauché donc les droits sociaux des travailleurs au Brésil, et qui essaie d'appliquer les mêmes plans néolibéraux au Brésil qui n'a marché nulle part. Hein. C'est en faillite, hein, le capitalisme maintenant, il est en faillite, les plans néolibéraux, c'est la faillite, et maintenant avec la pandémie, il n'y a pas, je crois que ces jours sont un peu comptés. Il va falloir changer de monde. Bon, les vieux mondes, les nouveaux mondes qu'on parle après pandémie, ça ressemble fort à l'ancien. J'ai pas beaucoup d'illusions, mais enfin, il faut penser à une autre mode de vie, parce que celle qu'on a inventée, elle est vraiment trop idiote, trop destructrice. Ça détruit tout. L'être humain, la nature, tout. Donc, ça sert à rien. Sauf si les riches vont prendre une navette spatiale, ils vont aller à Mars ou je sais pas où. Mais qu'ils s'en aillent alors qu'ils nous laissent la Terre, on va s'en occuper. Mais au Brésil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont congelé les salaires pour 20 ans, ils ont abaissé les salaires, ils ont précarisé les contrats, non? Les gens n'ont plus de contrats. Il y a une ubérisation généralisée, les jeunes, ils courent toute la journée avec des
des sacs dans le dos, ils ont faim et ils transportent la nourriture pour la classe moyenne et les riches. C'est infernal, non? Et tous les secteurs ont été démantelés, il y a eu des attaques à l'environnement, des privatisations des entreprises d'État, la disparition des institutions, non, comme les ministères de la Culture, du Travail, de l'Éducation. Depuis un mois, nous n'avons pas des ministres de la Santé. On a un intérim, je ne sais pas comment, intérim, qui est un militaire qui n'a aucune compétence dans la santé, aucune. Et voilà, et tout ce qu'il a proposé, c'était de camoufler les données de coronavirus en disant que il fallait donner que des informations positives sur un virus qui est en train de tuer des milliers de personnes. Voilà, vous imaginez. Donc, en pleine pandémie, là, il a déjà éliminé deux ministres de la Santé et il a mis un militaire. Il n'y a que des militaires maintenant dans le gouvernement. Nous avons presque 3000 militaires qui ont appareillé l'État dans tous les sens et qui sont des parasites parce que c'est les militaires en pyjama, ils sont pas de l'active. Il y en a qu'un qui est de l'active et qui est aussi bête que les autres. Aucune compétence. On se demande bien ce qu'ils font dans les casernes. Il y a des écoles militaires partout au Brésil. Je sais pas ce qu'ils apprennent, mais ils croient tous que la terre est pleine, qu'ils sont anti-avortement, ils sont anti-femmes, ils sont anti-tout. Je comprends pas ces gens. Tout ce qu'ils veulent, c'est être comme les Américains. Hein. Trump, c'est leur dieu. Hein. Ils imitent tout qui est américain. Donc voilà, et en plus, cet agenda néolibéral, elle est complètement antinationaliste puisqu'elle privatise tout et elle donne nos richesses aux Américains, surtout, mais aussi à la France et à d'autres pays. Parce que les Américains, ils ont le dollar, mais ils vont jamais seuls. Hein. Ils ont toujours les pays de l'OTAN avec lui. Donc voilà. Et la politique étrangère du Brésil est devenue un truc qu'on ne sait pas ce que c'est. Ils se disputent avec tout le monde. Ils sont alignés complètement avec la politique américaine. Nous n'avons rien à foutre des Américains. C'est n'importe quoi ça. Non? Et ils ont une soumission totale aux États-Unis, non? Ils ont fait des ennemis partout. Et là où ils font des ennemis, les États-Unis viennent, ils prennent les contrats. Non? Ils sont bagarrés avec la Chine. Ils ont insulté la Chine de tous les noms. Alors la Chine a vendu a acheté les soja aux Américains. Donc ils perdent des contrats, ils favorisent les États-Unis, c'est incompréhensible. Non? Et bon, ils sont entrés là dans une croisade morale, la Lava Jato, non, qui est une espèce de monopolite là, qui imitait la chasse aux corrompus au Brésil, non? Et cette Lava Jato, elle a engendré une croisade sécuritaire, non, ayant comme symbole les gestes de faire une arme avec la main, en s'affirmant incorruptible et tout ça. Et les gens sont tombés dans le panneau, non? Mais bon, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le Brésil est gravement en danger, non? La gauche, elle a accusé les coups pendant ces 4 ans, non? Elle a été en état de choc, et un peu dans la stupeur, ce qui a un peu paralysé les mouvements sociaux. Il y a eu beaucoup de répression aussi pendant le gouvernement Temer. Mais petit à petit, maintenant, elle trouve des points communs et les mouvements sociaux récupèrent les rues. Non, c'est bizarre, c'était les gens de football les fans de football qui ont commencé à récupérer la rue avec des slogans antifascistes. Et ça, c'est très beau à voir. La jeunesse, elle comprend ce qui se passe et elle va dans la rue maintenant. Puis tous les jours, les soirs, les gens battent les casseroles, non, et pour demander donc que les clans Bolsonaro disparaissent. Et cette semaine, les clans Bolsonaro ont enduré des coups extrêmement durs, non? Et il s'est mis à se bagarrer avec les médias et avec les judiciaires. Il a eu vraiment pour son argent, quoi. Maintenant, il est vraiment dans les mauvais draps.
et acculé de partout. Il tourne en rond, quoi. Et bon, mais la gauche, elle essaie donc de trouver un nouveau projet fédérateur. Il faut s'unir dans la mesure du possible. Parce que souvent, on parle beaucoup, ah, la gauche doit s'unir, la gauche doit s'unir. Je sais pas pourquoi. C'est des projets, là, il y a différentes gauches, et chacun a son projet, et on peut s'unir là, oui, on peut s'unir, sinon. Faut pas moraliser, non. Il faut trouver des objectifs communs et travailler là-dessus, et après, chacun suit sa route. Non, et surtout, bon, avec cette pandémie, il faut, sous fond de pandémie, de confinement, c'est encore plus difficile puisqu'il faut travailler dans les virtuels, non? Bon, et au Brésil, Bolsonaro, il avait vraiment un mauvais drap. Il y a presque 40 demandes d'impeachment contre lui. Il y a des accusations de crimes communs, 7. Il a un procès au tribunal international pour génocide. Et maintenant, le Venezuela l'a accusé de négligence avec la pandémie, ce qui est vrai, puisqu'il fait rien, donc il met en danger les pays, les autres pays de l'Amérique latine. Le Brésil fait frontière avec tous les pays de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, je veux dire, et ça met en risque vraiment plusieurs pays. Non, et une chose que la gauche doit faire, c'est ça, c'est un peu s'unir pour éviter que les pays soient virés complètement dans l'abîme. Parce qu'il est là sur les bords, il est sur les bords, il suffit une petite poussée qui... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les progrès démocratiques au Brésil, durement acquis après plusieurs décennies de lutte, est un grave danger. Et si les autres pays ne dénoncent pas, ne font rien pour dénoncer ce qui se passe, vous serrez-nous des mains, parce que cette onde n'est pas uniquement au Brésil. Vous avez vu que la droite, l'extrême droite, elle œuvre, elle travaille. C'est une espèce d'opération Condor 2, là. Ils se concertent pour prendre le pouvoir dans le monde et pour amener leur politique de merde, non, néolibérale. Alors voilà, donc j'ai fait une petite introduction. Là, je vais essayer chaque 2 jours de faire une vidéo qui explique un peu de ce qui se passe. Et voilà, on va maintenant essayer de voir un poète brésilien qui s'appelle, il est mort déjà, bon, il n'y a pas longtemps, Ferreira Goulart, qui a donc combattu la dictature, qui c'est un grand poète au Brésil, qui a été traduit, donc un livre de lui, il s'appelle Ferreira Goulart, et le titre c'est Dans la nuit véloce. Il a été, donc, c'est un texte bilingue et il est dans les éditions Eulina Carvalho, ça a été publié à Paris en l'an 2000. Il y a un autre livre très intéressant qui s'appelle La poésie du Brésil. Voilà, la poésie du Brésil. Je l'ai fait venir de France. Il est bilingue aussi. Et c'est un gros pavé avec la poésie du Brésil. C'est une anthologie qui va du 16e au 20e siècle. Le 21e siècle, c'est mes poèmes. Hein, ça y est. Je dirais peut-être de mes poèmes aussi, mais il faudra traduire. Donc, il y a un poème de lui qui s'appelle « Cette véranda est en marge de l'après-midi où des nuages travaillent. La chaise n'est pas si sèche et lucide que les cœurs, à peine en marge de l'après-midi. C'est ce qu'on connaît, l'après-midi. Ce sont les feuilles de vent et vert, et les gloussets de la poule et les maisons sous un ciel, c'est là devant les yeux. Et les fruits, et aussi les fruits, dont grandit altère la vérité et la couleur du ciel. Et les fruits que nous ne mangeons pas. Et aussi, ils font l'après-midi, votre après-midi, duquel je suis en marge. Il y a toutefois l'après-midi du fruit. Celui-là ne voleront pas. Après-midi dans laquelle il s'y propose la gloire de ne plus être fruit, quoi qu'il en soit encore plus, de briller, pas comme astre,
mais comme un fruit qui brille. Et l'après-midi futur, où il brûlera comme un flambeau éphémère. En vérité, il est déconcertant pour les hommes le travail des nuages. Ils ne travaillent pas au-dessus des villes. Quand il y a des nuages, il n'y a pas de villes. Les nuages ignorent s'ils glissent au-dessus de notre tête. C'est nous qui savons que nous glissons sous elles. Les nuages brillent, mais ce n'est pas pour le cœur des hommes. L'après-midi, et les feuilles attendent de jaunir, et nous les observons. Et plus, c'est l'oiseau blanc qui vole, et parce qu'il vole, et nous le voyons. Il vole pour que nous le voyions. L'oiseau qui est blanc, non pas parce qu'il veut, non pas parce que nous en avons besoin. L'oiseau qui est blanc, parce qu'il est blanc, que te reste-t-il donc, sauf accepter, pour toi et pour l'oiseau, oiseau. Un autre. Les poèmes. Les poires. Les poires sur les plats pourrissent. L'horloge au-dessus d'elles mesure leur mort. Arrêtons la pendule. Retiens, dirons-nous ainsi, la mort des fruits. Oh, les poires se sont fatiguées de leur forme et de leur douceur. Les poires achevées s'y gâtent dans la fulguration d'être prêtes pour rien. L'horloge ne mesure pas, elle travaille dans le vide. Sa voix glisse en dehors des corps. Tout est fatigue de soi. Les poires s'y consomment dans leur repos. Les fleurs dans les massifs journaliers brûlent en rouge et bleu. Tout glisse et tout est seul. La journée ordinaire, journée de tous, et la distance entre les choses. Mais la journée du chat, la féline, est sans parole. Journée du chat qui passe entre les meubles n'est que passer. Pas entre les meubles, pas c'est comme je passe entre rien. La journée des poires, c'est leur pourrissement. Est-elle tranquille la journée des poires? Elle n'écrit pas comme les coqs. Crier, pourquoi faire? Si les chants n'est qu'un art éphémère, hors du cœur. Il faudrait que les chants ne cessent jamais, non pas pour les chants que les hommes écoutent, mais parce qu'un chant tombe les coqs et sa mort. C'est traduire. J'aime bien celui-là, il est très beau. Donc, une part de moi est tout le monde, l'autre part est personne, font que rien ne fonde. Une part de moi est multitude, une autre étrangeté et solitude. Une part de moi pèse, médite, l'autre part se délite. Une part de moi déjeune et dîne, l'autre part hallucine. Une part de moi toujours se connaît, l'autre part tout soudain se sait. Une part de moi n'est que tangage, l'autre part langage. Traduire une part dans l'autre part, c'est qu'est une question de vie ou mort. Est-ce l'art? Voilà pour aujourd'hui. Merci. Bonne soirée. À demain. Non, après-demain.